Et pourquoi est-ce que je suis à moitié d'accord? Parce qu'à un moment, on avait posé la question à Vladimir Poutine. On lui avait dit, est-ce qu'il y a un risque de troisième guerre mondiale? Et voici ce qu'il avait répondu. Et y a-t-il une menace d'une troisième guerre mondiale? On peut citer Einstein qui a dit, je ne sais pas par quel moyen sera conduite la troisième guerre mondiale, mais la quatrième sera conduite avec les bâtons et les cailloux. Donc, la troisième guerre mondiale serait la fin de la civilisation. Et tout le monde doit le comprendre, ce qui devrait être une garantie contre les actes les plus dangereux pour la civilisation sur la scène internationale. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Si on utilise les armes nucléaires, c'est la fin de la civilisation humaine. Il n'y a plus personne sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, je sais pas si tu as vu, il y a quelques mois de cela, il y a eu une guerre entre la Chine et l'Inde. On n'en a pas beaucoup parlé dans les médias. Mais la Chine et l'Inde, c'est deux grosses puissances. L'Inde, elle possède l'arme nucléaire. Mais elle ne peut pas se permettre de l'acheter sur la Chine. Donc comment ils se sont fait la guerre? Ils se sont fait la guerre à coups de bâton. Je te jure, il y avait une frontière entre la Chine et l'Inde et les deux se disputaient un petit peu le territoire. Il y a eu des soldats chinois et des soldats indiens qui sont partis à cette ligne et qui ont commencé à se battre à coups de bâton. Ce sont les 4 soldats et officiers chinois qui sont morts dans un affrontement à la frontière. Le plus jeune d'entre eux n'avait que 18 ans. La Chine les a honorés ainsi qu'un officier blessé avec des mérites de première classe et une reconnaissance en tant que héros. L'affrontement a eu lieu en juin 2020 lorsque des troupes étrangères sont entrées du côté chinois de la ligne de contrôle réelle. 2 mois plus tôt, les troupes étrangères ont violé les accords conclus entre les deux parties, tentant de changer le statu quo en construisant des routes et des ponts à la frontière. Ils ont également traversé la frontière du côté chinois pour installer des tentes. Le jour de la rencontre meurtrière, le commandant du régime chinois, Chi Fa-bao, a dirigé quelques soldats pour négocier. Cependant, ils ont été confrontés à de violentes attaques. Avec un nombre beaucoup plus important de soldats, les troupes étrangères ont tenté de forcer les troupes chinoises à céder. Mais ils ont fait face à une résistance tenace et les deux parties ont subi des pertes. À l'arrivée des renforts du côté chinois... Le truc, c'est quoi? C'est que ça prête à rire quand on le voit comme ça. Mais il y a eu des morts des deux côtés. Tout ça pour dire que ces deux pays sont bien conscients de l'implication d'utiliser des armes à feu, des armes nucléaires. Parce que ça pourrait monter en cascade et finir extrêmement mal pour tout le monde. Donc, Poutine, il est totalement conscient de ce qu'est une arme nucléaire, des conséquences de l'utilisation de l'arme nucléaire. Alors, pourquoi est-ce qu'il a menacé l'Occident? Pour quelle raison? Je ne sais pas si tu as cette impression-là, mais quand tu regardes les médias, tu as l'impression qu'on est beaucoup dans l'émotionnel et qu'on n'est plus trop dans le rationnel. Et le truc, c'est que ce soit d'un côté occidental ou d'un côté russe, tu vois, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et le problème, c'est que là, on commence à être trop en surface. On est en train de hitlériser Vladimir Poutine. Or, on ne prend pas conscience des conséquences que ça peut avoir. Parce que ça ne va mettre que de l'huile sur le feu. Pourquoi? Parce que tout d'abord, ce qu'on oublie de dire, c'est que les Russes ont perdu des gens à cause de la guerre face à Hitler. Mais ils n'ont pas perdu 1 million de personnes. Ils n'en ont pas perdu 6 millions. Ils n'en ont pas perdu 10 millions. Il y a eu 20 millions de morts parmi les Russes lors de la Deuxième Guerre mondiale. 20 millions. 20 millions, c'est quoi? C'est tu prends la Belgique, tu tues tout le monde. Et une fois que tu as tué tout le monde, tu rajoutes encore 10 millions de personnes. Et tu tues une deuxième fois tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque Russe a eu un membre de sa famille qui est mort à cause d'Hitler. Poutine, les parents de Poutine, ils ont vécu la famine. Ils ont vécu la famine à cause de cette Deuxième Guerre mondiale. Et ils en ont même perdu un enfant. Donc Poutine,
quand tu lui dis Hitler, sachant qu'il a peut-être perdu un frère, quel effet ça va avoir sur lui? Il va encore avoir plus de détestation pour l'Occident. Donc, tu vois, cette idée de mettre de l'huile sur le feu, d'être trop dans l'émotionnel, c'est pas bon. C'est contre-productif. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans le rationnel et essayer de comprendre avec des lunettes rationnelles pourquoi est-ce que Vladimir Poutine nous menace. Pour quelle raison? Quand tu regardes les choses, donc, si tu es chef d'État et que tu es conscient qu'en réalité, mettre des sanctions à Vladimir Poutine et à la Russie, c'est un petit peu comme prendre une boule de plume et de la jeter en pleine face de Poutine, pourquoi tu le fais? La vérité, c'est que les sanctions, ça n'arrête pas les balles. Les sanctions, ça n'arrête pas les missiles. Les sanctions, ça n'empêche pas les morts, les victimes qui n'étaient pas coupables. Au fait, les sanctions, ça sert à ne pas perdre la face. Parce que tu es dans une position d'impuissance. Tu ne peux rien faire. Et c'est pas que les États occidentaux sont faibles, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'ils sont coincés. C'est un petit peu comme la Corée du Nord. La Corée du Nord, on sait très bien qu'elle a l'arme nucléaire. Et c'est une des raisons pour laquelle elle n'est pas attaquée. Pourtant, en termes de PIB, elle vaut rien. Je veux dire, en termes de puissance générale, la Corée du Nord, c'est rien. Pourtant, il n'y a personne qui peut l'attaquer. Il n'y a personne qui peut se permettre d'essayer d'attaquer. Et je me souviens que, quand j'étais plus jeune, je regardais les Guignols de l'info sur Canal. Et il y avait une scène qui m'avait toujours marqué. C'était le président coréen du Nord, Kim Jong-il, à l'époque, qui était en train d'insulter et de cracher sur la face de George Bush. Et lui, il faisait rien. Et Monsieur Sylvestre, diplomate américain. Fils de pute d'américain de ta race. Oui, bonsoir aussi. Messieurs, l'axe du mal défini par George W. Bush comprend notamment la Corée du Nord et ce week-end, cette Corée a menacé, je cite, de débarrasser la terre des États-Unis. C'est une menace grave, une déclaration de guerre. Non, c'est pourquoi pas. Prévention, nous allons raser l'Irak. Grosse pédale américaine de merde. Justement, dans la... Oh, je crois pas, il n'y a aucune raison. Tête à gueule, faut le camp, dégage, terre-toi. Bien, le temps passe et il faut songer à vaquer. Nous avons une guerre en préparation et... Dégage, on veut plus voir ta sale gueule de merde. Bon, on s'appelle, hein. Mais, vous partez? Vous avez peur? Non, c'est pas ça, mais j'ai laissé la fenêtre ouverte avec le froid, là. Tu es un pic de papier avec des couilles de crevettes à l'ail. Mais où est-elle, la première puissance militaire du monde? Vous la verrez en Irak, monsieur, hein. Casse-toi. Pourquoi? Parce qu'au fait, les Nord-Coréens, ils ont adopté la technique du porc-épic. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, le porc-épic, c'est un petit rongeur. D'accord? Je veux dire, c'est un rongeur, il casse pas trois pattes à un canard. Mais le truc, c'est qu'il a des aiguilles dans le dos. Et tu peux être un lion, tu peux être un léopard, tu peux être n'importe quel animal féroce dans la savane. Si tu veux t'attaquer au porc-épic, tu prends des risques. Parce que tu pourrais en mourir. Donc tu vois, la Corée du Nord, c'est un petit peu un porc-épic. Tu sais pas par où l'attaquer, tu vois. Il y a des pics partout. Donc, tu laisses aller. Et la Russie, c'est un plus gros porc-épic. Et là, tu as encore moins de chances de l'attraper, tu vois. Et donc, toute l'idée de la vie, c'est quoi? C'est de se dire que le monde, c'est un rapport de force constant. Mais c'est pas le plus puissant, c'est pas le plus fort qui a l'hégémonie du pouvoir. Je pense que ce que nous démontre le monde, la géopolitique du monde, c'est que c'est celui qui a l'arme la plus sophistiquée. Et c'est une des raisons pour lesquelles Poutine est un danger. Tu vois, là, Poutine, il est chaud. Il est chaud et il a dit à son ministre de la Défense de sortir les armes nucléaires. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес
нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Alors moi, les armes nucléaires, je pense à quoi? Je pense directement aux bombes qui ont frappé Hiroshima et Nagasaki au Japon. Mais apparemment, il a une arme encore 100 fois plus puissante, même plus encore, qui s'appelle Satan II. Expliquez-nous, Rémi, Vladimir Poutine a annoncé hier qu'il mettait en alerte la force de dissuasion nucléaire russe. Quelle menace représente aujourd'hui l'arsenal nucléaire russe? Eh bien, c'est tout simplement le plus grand arsenal nucléaire du monde devant les États-Unis. Les Russes possèdent, d'après les experts, plus de 6000 ogives nucléaires. Alors là-dedans, il faut faire le tri. Il y a des ogives qui, en fait, ne sont pas opérationnelles, qui sont en réserve, qui sont en fin de service. Mais même si on regarde uniquement les ogives opérationnelles, ce qu'on appelle les ogives déployées, ça reste colossal. La Russie en possède plus de 1600 têtes nucléaires prêtes à être lancées depuis le sol, depuis un sous-marin ou depuis un avion. Alors les États-Unis en ont un peu plus, mais les deux pays ont augmenté leur arsenal l'an dernier. Ils s'étaient mis d'accord en 2010 sur une limite à ne pas dépasser, mais ils s'approchent de cette limite. Et surtout, depuis 10 ans, la Russie a largement modernisé son arsenal. Elle a dépensé énormément d'argent pour ça. Et d'ailleurs, l'OTAN le disait encore récemment, dans le domaine nucléaire, la Russie impose désormais des défis d'un genre nouveau. C'est-à-dire, ce sont des missiles encore plus puissants? Oui, des missiles que Vladimir Poutine présente fièrement lui-même ces dernières années, notamment celui qu'on surnomme Satan II, c'est l'OTAN qui le surnomme comme ça. Satan II, c'est le plus gros missile nucléaire intercontinental jamais conçu, un missile qui peut frapper à plus de 10 000 km et qui peut détruire un territoire grand comme la France ou comme le Texas. C'est ce que disent en tout cas les autorités et les médias russes. Il faut se méfier évidemment des annonces de la communication, mais d'après l'OTAN, la Russie travaille effectivement sur de nouveaux types de missiles, en particulier des missiles hypersoniques, c'est-à-dire des missiles qui volent à une vitesse extrêmement élevée, à une faible altitude et qui en plus peuvent manœuvrer en vol, ce qui les rend très difficiles à tracer pour l'adversaire. Alors ces missiles sont aujourd'hui en phase de test, mais ce qui est sûr, c'est que la Russie possède déjà des armes extrêmement puissantes, beaucoup plus puissantes que celles qui avaient frappé Hiroshima ou Nagasaki, et certaines de ces armes sont en position de frapper l'Europe. C'est pas tout à fait rassurant votre chronique, j'avoue. La situation est chaude. Je veux dire, il y a de quoi s'inquiéter. Parce qu'on est en plein dans la zone qui va se faire peut-être sataner. Tu vois ce que je veux dire? Mais par rapport à Vladimir Poutine, il y a un passage médiatique qui m'a marqué. C'est celui-là. Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет? Да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Certains ont dit, regardez Vladimir Poutine, il est en train d'humilier son chef du renseignement, il veut montrer sa puissance, sa force, il gonfle les muscles, il humilie les autres. Non, je pense pas que c'était ça en fait. Je pense que Vladimir Poutine était sous tension. Et tu le vois, hein, il a un sourire, mais un sourire avec des crocs acérés, tu vois. Il est sous tension, il est nerveux. Regarde juste sa position sur la table.